Bonjour à tous, nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Simon Ferniaud. Est-ce que tu peux nous parler de ton entreprise, de qui tu es? Bien sûr. Donc, mon entreprise la marque s'appelle Olala et c'est une marque d'alternatives végétales aux produits de la mer. Donc, du poisson sans poisson, on va dire, du poisson végétal. Voilà. Génial. Et comment t'es venue l'idée? Comment est-ce que c'est né tout cela? Bah, mon parcours d'entrepreneur a toujours été à la frontière de l'alimentation, de la santé et de la nutrition. Donc, les nouvelles façons de manger et cette fameuse transition alimentaire dans laquelle nous sommes tous engagés. Et donc, il y a à peu près 3 ans, un tout petit peu plus de 3 ans, un ami qui est patron d'un fonds d'investissement spécialisé dans l'alimentation m'a appelé en me disant qu'il y avait des ingénieurs qui avaient travaillé sur des maquettes d'alternatives végétales aux poissons, mais que malheureusement, ces ingénieurs étaient souvent confinés dans leur laboratoire et que si on ne prenait pas cette idée pour en faire quelque chose, elle resterait là où elle était. Donc il m'a Ouais. dit, mais écoute, je sais que toi, c'est un peu ton parcours, ce sont des choses qui peuvent t'intéresser, notamment le végétal. Est-ce que tu peux aller voir, me dire ce que tu en penses et s'il y a quelque chose à faire avec ça? Donc j'y suis allé. Comme c'est de l'alimentation, bah, j'ai goûté forcément. Et puis c'est parti de là. Voilà. D'accord. OK. Alors, on se dit souvent, alors même si l'entreprise est très récente, mais souvent on peut voir, nous, quand on interviewe des entrepreneurs, que l'idée de départ, en fait, n'est pas complètement l'idée d'arrivée. C'est-à-dire qu'il se passe des choses qui transforment un peu la manière dont on voyait les choses. Alors toi, tu viens du monde de l'alimentaire, mais malgré tout, est-ce que tu vois des différences déjà entre ce que tu pensais au départ que vous alliez faire et là où vous en êtes aujourd'hui? Alors, dans ce qu'on a, on a vraiment essayé de jeter les bases de la manière dont on voudrait le faire si on le faisait. Et on a essayé de se tenir à ça quand même, avec un certain nombre de convictions. L'avantage, c'est que j'ai plus 20 ans, donc on a fait des expériences ailleurs et que quand même, quand on est entrepreneur, on accumule un certain nombre d'expériences. On a fait beaucoup de bêtises, on essaie de ne pas les reproduire. Et puis ce qu'on a fait de bien, on essaie de le préserver. Et donc, ça nous a permis quand même de faire un plan de route qui était assez structuré. On savait qu'on voulait une recherche et développement qui soit forte et intelligente et scientifique. On savait que pour pouvoir réfléchir à un portefeuille de produits structuré et en même temps innovant, on savait qu'on voulait être des industriels, qu'on ne voulait pas passer par le biais de la sous-traitance, qu'on voulait avoir notre propre outil de production, ce que nous avons fait. Et puis ensuite, ma conviction, par expérience, c'était que dans cet univers-là, il fallait se diriger d'abord vers le B2B avant d'aller vers le retail, avant d'aller vers la distribution. Et jusqu'à maintenant, on s'y est tenu aussi. Donc je dirais que sur les grands, ce qu'on appelle les milestones, hein, vraiment les Ouais. grands axes de départ, les piliers sur lesquels on a posé, on a essayé jusqu'à aujourd'hui de s'y tenir. Et donc tu parlais d'outils de production. Donc, l'outil de production se trouve à quel endroit? Il se trouve dans le plus grand port de pêche français, qui est Boulogne-sur-Mer. Boulogne-sur-Mer? C'est ma Voilà. ville de naissance. Bravo! Génial. Donc, tu connais ça parfaitement. Donc, on est dans l'espace de Cap-Écure où il y a cette Ouais. espèce de Rungis de la mer français absolument incroyable. Et donc, c'était pas du tout par provocation, hein, Bah, mais c'était. c'est intéressant ça. Mais je crois que, bon, ben, étant boulonnais, les Boulonnais savent très bien que la pêche n'est pas non plus dans une phase Ouais. d'expansion formidable. J'étais encore la semaine dernière avec le patron de la criée qui m'expliquait que depuis les 25 ans qu'il est sur la criée, il a vu le tonnage de pêche être divisé par 3. Et donc aujourd'hui, Boulogne, c'est d'abord un port de transformation des produits de la mer avant d'être un port de production. Et donc, il y a 250 entreprises qui transforment et envoient dans toute l'Europe des produits halieutiques. Et donc, pour nous, c'est la logistique, c'est les compétences humaines, c'est les compétences professionnelles, c'est les capacités de stockage. Et puis, c'est une position géographique au cœur du nord de l'Europe qui sont nos marchés prioritaires. C'est superbe, super, super. Et dis-moi, par rapport à, tu disais, vous avez donc commencé par le B2B. Ce que tu mets derrière le B2B, c'est la restauration, c'est quoi? Ouais, alors le B2B, donc ce qu'on appelle le food service, ça va de l'industrie agroalimentaire qui peut utiliser nos produits comme un ingrédient pour Ouais. certaines fabrications, que ce soit des quiches, des sandwichs, des plats préparés, etc., jusqu'aux collectivités de l'autre côté du spectre, donc les écoles, les grands acteurs des collectivités, des gens comme Elior, Sodexo, Compass, etc. Et puis au milieu, toute la restauration traditionnelle et les traiteurs, donc des chaînes, mais des indépendants aussi, et puis les distributeurs. Voilà, donc c'est un arc qui est assez large
et qui regroupe un certain nombre d'acteurs, mais tous professionnels, c'est-à-dire qu'on ne va pas directement au consommateur. D'accord. D'un point de vue, développement, quels sont les principaux challenges auxquels tu fais face aujourd'hui, voilà, que tu es en train de vivre? Parce que c'est quand même un peu en train de disrupter, alors même si c'est une tendance générale, mais on est quand même un peu en train de disrupter, un modèle, la manière de faire les choses. Comment c'est quoi les principaux challenges Ah, auxquels tu fais face? voilà, je crois que tu viens de le dire, quand on est innovant, Oui, le challenge, c'est l'innovation. C'est-à-dire oui, d'abord d'avoir des produits, enfin de faire une proposition qui, dans le cadre de produits innovants, reste acceptable, qui rentre dans des catégories, dans des critères de marché, dans des critères produits que les gens comprennent et donc peuvent accepter et adopter. Et puis, c'est vraiment toute cette phase qui consiste à vendre quelque chose que les gens n'ont jamais vu avant. Donc, ouais, je connaissais ça j'ai connu ça déjà dans mes précédents business, mais dans le domaine de l'alimentation, c'est toujours très compliqué parce que l'alimentation, il n'y a rien de plus émotionnel, il n'y a rien qui soit plus relié à notre enfance, à notre éducation, à la manière qu'on a chaque jour. Si on se pose vraiment la question, si je te demande, est-ce que tu manges des choses très différentes chaque jour? En fait, non, pas vraiment. mmh, On est quand même très attaché à une catégorie d'aliments, de plats, de cuisine, qui font qu'on mange quand même globalement toujours la même chose. Donc, quand on arrive avec une proposition complètement nouvelle, eh ben, non seulement on a un acte de vente, mais avant cet acte de vente, il y a un acte d'évangélisation, d'éducation, d'information. Qu'est-ce que je peux faire avec? Qu'est-ce que c'est que ce produit? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Pourquoi vous le proposez? Et donc, toute cette phase-là, elle augmente considérablement le cycle de vente, en fait. Donc c'est ça le d'accord. challenge principal, je dirais. C'est la C'est ça le nouveauté. challenge. Et comment tu fais face à ça? Quels sont les, Alors, voilà, en fait, qu'est-ce que tu mets en place on a mis en place quelque chose d'assez, finalement, qui s'avère assez simple, mais on a mis quelques mois à le comprendre. C'est qu'on n'envoie plus jamais de produits bruts à des gens qu'on ne connaît pas. d'accord, On exige ou on demande à chaque fois d'être présent et on commence par une dégustation structurée. C'est-à-dire que comme on se rend compte que le produit lui-même est tellement nouveau que les clients se disent, mais au fond, comment je vais utiliser ça? Il y a une espèce d'interrogation fondamentale, presque structurelle. Alors nous, on arrive avec des plats préparés. On arrive avec des recettes déjà faites. Et on fait d'accord. goûter d'abord des recettes, donc je dirais les produits en situation, et en général, ça devient beaucoup plus compréhensible, beaucoup plus didactique et beaucoup plus facile à comprendre. Et par la suite, alors on a le droit de goûter le produit brut. D'accord. Voilà. C'est comme ça qu'on procède. Pour être tout à fait clair, quand on envoyait au début des produits bruts, on avait 50% de ça ne m'intéresse pas. Donc de Ouais. refus spontané après un premier envoi. Quand on fait des dégustations chez des clients, on a 90% d'acceptation. Ça change Ah du ouais. tout. Ouais, c'est très, Ah très, ouais, très différent. c'est énorme comme Énorme, différence. C'est énorme. énorme. Et quand on a compris ça, on a arrêté d'envoyer des produits. Super. Parce que dans Tu cet dis, univers-là, dans ce ouais. milieu-là, très, très, très clairement, les clients qu'on contacte, les clients disent toujours, bah, envoyez-moi des échantillons. Mm. Voilà. Et si on fait ça, on se tire une balle dans le pied, donc on a arrêté ça. Donc on voit, on a moins de clients prospects qu'on peut rencontrer, parce que finalement, ça limite aussi le nombre de clients. En revanche, le taux de retour positif est tellement plus important que pour nous, c'est absolument décisif. Ouais, et puis ça vous donne une qualité de suivi du nombre de prospects qui est meilleure, une focalisation, une personnalisation. Donc Enfin, ça demande plus de ressources en sales, mais les mhm, retours sont nettement meilleurs. c'est génial. Tu disais tout à l'heure, je ne suis pas très jeune, ou je ne suis plus tout jeune. J'ai eu une expérience entrepreneuriale et puis j'ai fait des bonnes choses et j'ai fait des mauvaises choses. Et voilà, on essaye de partir de ces apprentissages-là. Qu'est-ce que tu pourrais nous partager comme, je sais pas, deux, trois apprentissages qui te semblent forts dans ta carrière d'entrepreneur? Waouh! Bah, C'est difficile. non, mais bien sûr l'entrepreneuriat, je trouve ça fou à quel point c'est devenu banal aujourd'hui. Mhm, Moi, je me replonge 20 ans en arrière, un peu plus de 20 ans en arrière, quand je suis devenu entrepreneur. Je vais vous raconter une histoire quand même qui est vraiment qui démontre à quel point les choses ont changé en France. Je parle de la France, mhm. hein. Ouais. À l'époque, j'étais donc au siège de Vivendi Universal. J'avais un très beau bureau au cinquième étage. J'étais patron des alliances stratégiques du groupe, quelque chose, un titre, etc. Et puis, la société a littéralement explosé à l'époque quand Jean-Marie Messier a lui-même été remercié. Et donc, on a presque tous été virés.
Voilà. Donc, Ouais, ce jour-là, tu apprends que tu vas être remercié, mais qu'il va y avoir un plan social qui va durer 6 mois. Et à ce moment-là, l'entreprise a dit, bah voilà, vous avez le choix. Soit vous allez à la cellule de reclassement au rez-de-chaussée et puis on va essayer de vous trouver un autre job. Mais si vous créez votre entreprise, en plus de votre chèque d'indemnité que vous pourrez avoir à la sortie, l'entreprise vous donnera un chèque de 30 000 euros en 2003. Hein, donc, on se replace en 2003, un chèque de 30 000 euros en plus de vos indemnités. Et pour ça, il suffit que vous créiez une entreprise. On était environ 300 à ce moment-là à ouais. devoir quitter l'entreprise. Combien croyez-vous qu'il y ait eu de chèques de 30 000 euros de fait sur 300 personnes à l'époque? Deux. C'est pas Deux. vrai. Oui, deux. Tous Sur les autres, 300 personnes? 300 personnes. Tous les autres sont peut-être encore au rez-de-chaussée à chercher un job. Je ne sais pas. Ce que je veux dire, c'est qu'on ferait ça aujourd'hui, mais il y a la moitié des gens qui prendraient le chèque. Mais tout ça, ça s'est fait, en fait, cette espèce de changement d'état d'esprit, des mentalités en France vers l'entrepreneuriat, vers la possibilité de l'entrepreneuriat, il s'est fait vraiment dans les 20 dernières années. À l'époque, on pensait encore qu'on ferait une bonne partie de sa carrière dans une grande entreprise qui vous protégerait et que Ouais, le paternalisme avait encore de beaux jours devant lui. C'est fini, c'est terminé. Plus personne ne se fait cette illusion-là. Tout le monde sait que les entreprises ne vous protègent pas. Donc, l'entrepreneuriat est devenu quelque chose d'absolument évident. Par la suite, j'ai donné des cours justement d'entrepreneuriat, de business planning à l'ESCP. Et c'était un master spécialisé de l'ESCP. Et moi, j'avais toujours à cœur de demander aux étudiants, ils étaient une trentaine dans la salle, et je leur demandais combien d'entre vous pensent qu'ils vont monter leur boîte à la fin de leur cursus. Et c'était en 2014, 2015, 2016. Et déjà à l'époque, la moitié de la classe levait le bras. Et je trouvais ça absolument fascinant que des étudiants de 28, 30 ans, la moitié de ceux qui étaient présents allaient monter leur boîte à la sortie. Et je me replaçais, moi, 10 ans, 15 ans en arrière, et ce n'était pas du tout le cas. Donc ça a vraiment bougé, vraiment bougé. d'accord. Donc dans les bêtises que j'ai faites, il y en a eu beaucoup, notamment parfois de ne pas comprendre que quand on a un produit leader, il faut s'accrocher à ce produit-là parce que c'est pas si facile que ça d'avoir un produit qui est votre vache à lait. Et puis l'autre enseignement que tous les entrepreneurs comprennent finalement assez vite, c'est le fameux cash is king. Ne jamais Ouais, perdre des yeux sa ligne de cash parce que ce qu'on apprend très vite, c'est que quand elle disparaît, on disparaît avec. super. Merci beaucoup pour ces partages. Euh, Comment est-ce que les personnes qui regardent cette vidéo peuvent vous aider dans votre développement ou peuvent t'aider dans ce que tu es en train de faire aujourd'hui? Waouh. Euh, je pense que tu sais, moi j'ai été élevé dans une culture alimentaire extrêmement traditionnelle. Mon père était quelqu'un qui était né en 1918, donc qui était venu dans un autre monde de Mmh. l'alimentation et qui était aussi critique, qui a été journaliste et qui était journaliste et écrivain, mais qui a été aussi critique gastronomique, qui était l'ami des chefs. Et donc moi, mes souvenirs d'enfance, c'est les restaurants de chefs, etc. Et puis, je me suis, au fur et à mesure, ouvert à d'autres façons de manger, à la nutrition, à l'alimentation santé, et puis à cette transition alimentaire. Je pense qu'il faut être ouvert d'esprit. On voit à quel point, depuis 20 ans, ça a bougé, comment l'Asie a envahi les rayons de nos supermarchés et d'autres cuisines également, et à quel point, comme le reste de l'univers économique et de l'environnement, on sait la cuisine s'est mondialisée, au fond. Et cette mondialisation, elle a, à mon avis, du bon, parce qu'on a beaucoup de choses à apprendre des autres et beaucoup de cuisine, de goût, de saveurs et d'innovation à apprendre d'autres pays et d'autres manières de manger. Et je crois que la meilleure façon dont les gens pourraient aider, c'est de rester ouverts. Et de rester ouvert et d'être accessible au changement à tout âge. Et c'est pas si facile. C'est pas si facile. D'accord, merci beaucoup. Hem, L'avenir, on a parlé un peu du passé, de là où vous en êtes, de ce que vous avez pu créer, de voilà, ouais, déjà d'avoir les outils de production, d'avoir les outils de production en France, au milieu d'un port de pêche. Enfin, tout ça est super intéressant. Comment est-ce que vous voyez la suite, en fait? C'est quoi la vision de la suite? La, la suite, au fond, c'est une catégorie et un marché qui commence à se structurer. Ouais, Euh, et ce qui est intéressant et nouveau, c'est que ça se structure par les jeunes. Notre plus gros volant enfin, réservoir de clients, il est chez les 18-30.
oh. Ça, c'est important. Et puis, l'avenir pour nous, c'est l'export. Nous vendons déjà aujourd'hui dans 6 pays en Europe, demain probablement dans des pays en Asie. Et donc, l'avenir, c'est peu à peu de diffuser, par cette évangélisation dont je parlais tout à l'heure, de diffuser, de convaincre, et donc, au fur et à mesure, d'aller plus loin. Très bien. Une dernière question. Alors bon, tu sais, nous, on est dans le business coaching, dans l'accompagnement, dans le mentorat, tous ces éléments-là. Heu, Est-ce que pour toi, dans ta carrière, alors aujourd'hui, mais aussi peut-être avant, est-ce que le fait de travailler en réseau, de travailler avec d'autres, d'avoir des regards externes, a été important dans tes prises de décision? Et est-ce que si c'était à refaire, tu les referais de la même manière? Alors, pas seulement important pour moi, impossible de faire autrement. J'ai toujours, naturellement, eu en tête que on est quand même beaucoup plus intelligent quand on réfléchit à plusieurs. Être seul, à se renvoyer ses propres idées et à les évaluer, mon Dieu, je pense qu'il faut être bien sûr de soi pour arriver à travailler comme ça, et c'est pas mon cas. Donc j'ai toujours eu des associés dans chacun de mes business. Ça impose des contraintes évidemment. Ouais. Heu, En revanche, j'ai trouvé de la richesse, de la diversité, dans les manières de réfléchir, dans le background culturel, dans tout ce qui fait qu'on est plus intelligent collectivement, et pour moi, c'est la base de la réussite, c'est d'arriver à comprendre que plus on est intelligent. Merci beaucoup, Simon, pour ces partages, pour ce partage d'expérience et puis pour l'énergie positive que tu dégages. Merci beaucoup à vous. Merci.